En 1968, le 18 janvier 1968, je suis devenu un fonctionnaire du gouvernement du Québec. Ma politisation n'était pas grande. Je dois avouer, j'avais fait durant mon secondaire activement, par exemple, de façon assez serrée, beaucoup de cadres d'action catholique, entre différents mouvements, des différents cadres d'activité, mais ce n'était pas nécessairement une grande politisation. Alors, il y a eu un poste de délégué syndical qui est devenu vacant après un mois. Puis donc, ça a l'air que j'avais du bec. De la gueule. De toute façon, bon, ils ont dit, Michel, il faut que tu deviennes délégué. Alors, j'ai été élu délégué syndical. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon implication au niveau de la fonction publique, mais surtout au niveau du mouvement syndical. Parce qu'à l'époque, un des débats qui clenchait, probablement la syndicalisation de la fonction publique était relativement récente. En plus, il y avait un cadre de négociation d'une convention collective qui était en cours. Et il y avait une nouvelle loi de la fonction publique qui s'en venait. Et à l'époque, on était en plus affilié à la CSN. Et le SFPQ à Montréal, le syndicat de la fonction publique, était impliqué beaucoup au Conseil central. Alors là, en plus, en devenant délégué, puis par la suite dirigeant local, ben là, je me suis retrouvé délégué au Conseil central de Montréal. Et là, je veux dire, c'était une mine de militantisme, en tout cas d'inspiration. Il y avait Chartrand était président. Fernand Foisy était son secrétaire général. Puis eux autres, la première chose qu'ils ont fait pour moi, ils m'ont envoyé suivre une session de formation donnée par le CSN à Lévis. Et c'était une semaine. Puis la base de la formation, c'était simple. C'était les 2 rapports moraux du président de la CSN des congrès précédents, Marcel Pépin. Une société bâtie pour l'homme et le deuxième front. Et moi, là, à partir de là, avec le travail et l'implication que j'ai eue au Conseil central, ben, c'était mon canevas de base. Je l'ai toujours dit et je le dirai toujours. Le syndicaliste que je suis devenu, c'est à cause de la CSN, c'est à cause de Marcel Pépin, c'est à cause de gars comme Chartrand, Foisy et compagnie, et surtout à cause du deuxième front d'une société bâtie pour l'homme. La désaffiliation du SFPQ a été vécue durement. 2 courants aussi. Il y a un courant affairis, où on gère les conventions collectives, puis il y avait un courant progressiste de combat. On se retrouve dans les années 70. Alors, tout est en effervescence, tout est à caractère politique. Et là, on disait, bien, les fonctionnaires ne doivent pas faire de la politique. Bon. Donc, on va consulter les gens. Mais l'exécutif de l'époque a recommandé cette fois-ci de la désaffiliation. Et la désaffiliation a eu gain de cause, cependant un vote excessivement serré. Le vrai fond était de dire, on va administrer nos affaires, on va nommer nos permanents à l'intérieur de nos rangs, on va s'administrer,
qu'on va se créer un fonds de défense à nous-mêmes, parce qu'à l'époque, on donnait près d'1 million en fonds de défense professionnelle à la CSN, et on disait, ben, les fonctionnaires, c'est presque impossible qu'ils fassent la grève comme tel. S'ils partent en grève, au bout de 2 semaines, tous les fonds vont être tombés ou il va y avoir une loi. Alors, c'était à ce niveau-là. La désaffiliation a été un débat, n'a pas été un débat, c'était une guerre, et je dirais une guerre sale, où tout était comme coup pour les pro-désaffiliation. Il y a même des lettres qu'on envoyait, en disant que ceux qui étaient pro-CSN étaient des gens qui voyaient dans l'assassinat de Laporte un geste glorieux, puis ainsi de suite. Il faut se mettre dans le contexte. Hein. Chartrand brassait aussi, tout ça. Alors, mais on l'a perdu. Les 3D, c'est un move. Là. Quand ils l'ont fait, ils ont approché, ils auraient aimé avoir la SFPQ, mais ils l'ont eu. Dans le scénario, ce qui était prévu dans la petite histoire, là, comme on pourrait dire, c'est qu'on se désaffilie, Arguindegui va ramasser la présidence du SFPQ, Brûlé, on s'organise pour le tasser. Puis là, c'est la machine Arguindegui qui s'en va. Il a été là au-delà de 20 ans comme président. Et c'était véritablement un empire Jean-Louis Arguindegui. Lui, là, il voulait avoir son royaume. Okay. C'était ces gens qui étaient là. Il venait comme Maurice Duplessis, il menait les affaires. Là. Lui, son erreur est simple, il est parti trop tard. C'est juste ça. J'étais à Montréal. Alors, c'est une dimension importante parce que dans mon vocabulaire, toujours dit, la région de Montréal, à l'époque, je ne sais pas si c'est maintenu, a été longtemps comme un village gaulois. Alors, ce qui veut dire que malgré la désaffiliation, tout ça, nous, on a poursuivi des liens avec la CSN et en intersyndical. Ce qui veut dire que, à titre d'exemple, quand il y a eu la loi des mesures de guerre, ben là, on était sa ligne. On a été proche du Conseil central, même par la suite, une fois qu'on s'est désaffilié, on s'est retrouvé pas l'année suivante, mais quelques années après, dans les années 77-78, à se réimpliquer dans le 1er mai, et ainsi de suite, et dans toute l'effervescence que pouvait avoir la région de Montréal, notamment en intersyndical. On a été, dans les années 80, il me semble, on a formé le Sommet populaire de Montréal, en tout cas, qui se voulait un regroupement des forces de groupes populaires et d'organisations syndicales. Comme tel, on a été impliqués dans ce contexte-là. Mais pour la fonction publique, à l'extérieur de Québec, à l'extérieur de Montréal plutôt, je pense que ça a été plutôt mollo. Ça a pris le départ presque le départ de la présidente de Jean-Louis Arguindegui pour faire en sorte que ça s'est ouvert un petit peu plus en intersyndical, et ainsi de suite. Mais nous, on a toujours été proches à Montréal, on a toujours été proches de la CSN, de la FTQ et de la CEQ qui est devenue CSQ, là, et des regroupements populaires, les mouvements anti-pauvreté, logement et compagnie. Nous, ça faisait partie de notre bassin, c'était notre piscine. Il y a des fonctionnaires encore qui sont en emploi, qui en parlent comme c'est arrivé hier. C'était la pire des trahisons. C'est comme ça que ça a été vécu, l'imposition des décrets. Le fameux moins 20%. En réalité, c'est pas nécessairement moins 20, c'est moins 20 sur 3 mois. Alors, mais le 5% de réduction, personne ne s'en souvient. Ce qu'ils se souviennent, c'est le moins 20. Et c'était cette notion de rapport de force-là qui s'est fait. Le gouvernement se retrouvait dans une situation économique difficile. Il ne faut pas oublier, hein, les taux d'intérêt jouaient quasiment dans les alentours. Je regardais dernièrement, quand j'avais une hypothèque à 21%. C'est sûr que tu apprends à court terme. Tu vas avoir 25 ans ce tarif-là. Alors, fort probablement, c'est vrai qu'il y avait des marges limitées. Mais au niveau gouvernemental, on l'appliquait à tout le monde. Peu importe ce que le travailleur ou le salarié ou la salariée gagnait. C'était à ce niveau-là. C'était une folie furieuse. Et c'était une démonstration que peu importe le parti, ils ont toute une ressemblance. Quand arrive le temps de jouer un rapport de force, puis ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ils sont prêts à le faire,
peu importe le cadre des alliés. C'est pour ça que pour moi, là, personnellement, je veux toujours penser, le monde politique n'est pas un allié au niveau syndical. On peut avoir des bonnes fréquentations, là, mais ce n'est pas un allié. Je veux dire, la politique a ses raisons, comme le mouvement syndical a ses raisons d'être. Nous, elle est relativement simple, c'est de s'occuper des gens qu'on représente, de s'occuper du monde ordinaire. Le fameux « nous », qui aujourd'hui, on a peur de le dire, parce qu'il attache tout. Le nous, là, avec quand est arrivé les décrets, là, puis les années subséquentes, parce qu'il y a eu d'autres législations, notamment ces régimes de retraite, puis ainsi de suite, tout ça, là, il t'a pris tout un coup. Parce que le nous démontrait une puissance. Dans les années 70, le nous, le monde ordinaire, c'est que le secteur public disait, nous, là, on est syndiqués majoritairement. On est capable d'ouvrir la voie. La locomotive pour faire ouvrir la voie pour le social, c'est les organisations syndicales. Le 100$ par semaine était au-delà, probablement c'est assez comprendre, mais ça allait au-delà de dire un fonctionnaire ou quelqu'un d'hôpital doit gagner 100$ par semaine. On disait le 100$ par semaine, c'est un niveau minimum pour être capable de vivre décemment. 71, où le Conseil confédéral de la CSN, ça c'est l'instance suprême entre les congrès, c'est le Conseil confédéral qui décide. Là, la FAS, la Fédération des affaires sociales du temps, avec Norbert Rodrigue qui en était le président, et le syndicat des fonctionnaires provinciaux, c'est Jean-Paul Brelu qui était le président. Là, Brelu a proposé, puis Norbert a appuyé, qu'on s'arrange pour avoir un front commun au moins interne. En 1972, le Front commun a été créé parce que le gouvernement amenait une nouvelle approche au niveau des négociations, notamment au niveau salarial, et c'était d'avoir une politique unique pour l'ensemble du secteur public et parapublic. Et à partir de là, on était affilié à cette époque-là à la CSN. Donc, on s'est organisé, premièrement, pour dire qu'au niveau du secteur hospitalier appartenant à la CSN et les fonctionnaires provinciaux, on devait faire une négociation conjointe. Également, un autre volet qui avait été rajouté, c'était de voir avec nos camarades de la FTQ et de la CEQ à l'époque, les enseignants, si on ne pouvait pas mettre sur pied un front commun pour avoir une seule et unique table de négociation où on regroupait les 210 000 travailleurs du secteur public et parapublic à l'époque. Parce que tu ne fais pas un front commun pour faire une négociation traditionnelle. Ce que tu es capable d'avoir tout seul, tu n'es pas obligé de mettre tout le monde ensemble pour l'avoir. Si tu veux avoir un 5 d'augmentation de salaire à l'époque, tu comprends bien que... Et c'est là qu'on avait pensé aux 100$ semaine. Ça, c'était le nous. Il y avait mobilisation, mais surtout des années 70, hein. On s'entend-tu, là, c'est pas le climat d'aujourd'hui non plus, là, ou des années 90, hein. On est au cœur, dans le fond, de la Révolution tranquille. Hein, on crée la Régie des rentes, en tout cas, c'est tout l'effervescence. En 1975, j'ai été dans une assemblée syndicale à Montréal avec Jean-Louis Arpien-Deguy, qui recommandait, puis on était des affiliés, qui recommandait aux membres d'accepter une hausse salariale pour la première année de 28,5 %. Et moi, ma position que j'ai défendue, que les membres ont suivi, on a dit on perd parce que le coût de vie était élevé à l'époque, on perd là-dessus, c'est pas acceptable, il nous faut 32 %. Alors, tu imagines-tu, là aujourd'hui, le monde se chicane à savoir, je vais avoir 1,5, puis le boss offre 0,5. Tu sais, je veux dire, alors c'est complètement différent. Quand est arrivé les fameux décrets, tout ça, malgré la mobilisation, là, on s'entend-tu, on s'est retrouvé devant un constat d'échec. Et là, je dois t'avouer que je me demande, en tout cas, je pense qu'on commence à en sortir, mais ça a pris quasiment 20 ans pour sortir de ce climat-là d'échec. Un militant, c'est en premier lieu quelqu'un qui est prêt à s'engager, à abandonner un peu de lui-même pour travailler pour une cause. Dans le mouvement syndical, ben, c'est quelqu'un qui est là pour prendre soin des gens qu'il représente, mais également d'être à leur côté, être leur porte-parole, être actif. Être militant, là, ça demande de l'abandon. Ça, c'est clair. À l'époque, au niveau syndical, on avait une vision politique, une vision sociale, puis on appartenait à cette cause-là. Et cette cause-là, ben, devenait à bien des égards notre essence de vie.
Puis ça demande beaucoup être un militant. Mais on n'a pas besoin non plus d'être à tous les mêmes niveaux comme militant. On débute, hein? Alors, je veux dire, moi, prenons, négociation du Front commun, le poteau. Moi, là, je suis de l'époque des poteaux. Je sais que le monde riait quand je parlais des poteaux, là. Mais quand on a fait la négociation du secteur public, du Front commun dans les années 71, ben, il y avait un poteau par 10 membres. Moi, j'étais au ministère du Revenu, on avait 1200 membres. Ben, j'avais 120 poteaux. 120 personnes dans un réseau d'information qu'on rencontrait régulièrement, puis qui étaient capables de passer le message à 9 autres personnes, parce que ça les incluait dans les 10. Ça, c'est un réseau. Ça, mon homme, là, c'est avec ça. La mobilisation, ça se fait par une interrelation personnelle. La parole est essentielle. L'écrit n'est qu'accessoire. Elle permet de se souvenir de la parole. Ce que je veux dire par ça, lâchons les emails, puis lâchons les réseaux sociaux, puis dis m'en va là, puis expliquons aux gens ce qu'il y en est. Est-ce qu'il faut des porte-paroles? Bien sûr qu'il en faut. Mais moi, je pense des porte-paroles qui peuvent être inspirants aussi pour les gens. Mais pas juste ça. Un porte-parole, là, c'est juste la marque de commerce. L'important, c'est les vendeurs. C'est sûr que ça demande des contraintes. Des gens qui disent « je veux m'impliquer au niveau syndical », à titre d'exemple, mais je n'aurai pas de contraintes, puis il faut que je finisse mes réunions à 4h30. Moi, j'ai une difficulté. On réalise des choses souvent qu'on ne pensait jamais être capable de faire. Alors, il faut avoir de l'utopie. Les carrés rouges, hein, je pense, ont répondu probablement à un besoin. Les gens avaient besoin de réagir. Et en plus, un autre ingrédient extraordinaire, c'est Jean Charest. Avec ses politiques, sa façon de faire, sa gouvernance, notamment ses frais de scolarité, puis ainsi de suite. Alors, il a donné certains éléments. Un premier ministre tout à fait bas d'un sondage. En plus, il y avait, c'était avant la commission Charbonneau, tu sais, tout le soi-disant, le non-dit, et c'est-tu possible, les caisses occultes, et tout ça. Alors, tu as eu cet aspect-là. Et au niveau des carrés rouges, des étudiants, eux se sont organisés. Je pense qu'ils sont... je n'ai pas suivi de près leur cadre de fonctionnement, mais ce que j'en ai compris, on fonctionnait un peu comme on fonctionnait à une époque d'un mouvement syndical. On fait des petites assemblées, pas besoin d'être 25. L'important, c'est d'avoir des assemblées, des contacts avec les gens. Donc, ils ont rencontré leurs membres, puis je pense qu'ils se sont fait un noyau de base efficace, tout ça. Et à partir de là, je veux dire, ça a donné le départ. Ils ne sont pas partis à 200 000 au départ. Ils ont commencé à faire des actions en développant des stratégies médiatiques qui ont joué énormément sur le médiatique, c'est un élément important. Et à partir de là, petit à petit, ça a grossi. À partir de là, tu sais, c'est comme une roue, tu sais, ça part. Puis, je pense que le porte-parole, ben, je veux dire, il y avait 3 styles de porte-parole. Donc, il y en avait pour chacun des goûts. Puis, c'est des gens qui sont articulés, puis qui ont une vision, puis une pensée. Je pense qu'ils ont joué le cadre de la mobilisation. Ils ont créé le réseau. Ils ont créé, dans le fond, le noyau nécessaire pour qu'une machine puisse marcher. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu une manifestation, tout au moins, sinon 2, presque aussi grande que celle que la guerre qu'il y avait eu au niveau de l'Irak. Et là, on parlait de 200 000 personnes. Et celle de l'Irak, à titre d'exemple, il n'y avait pas vraiment d'organisation. Donc, il faut un message, une revendication qui interpelle les gens. Alors, les étudiants l'ont eu. Puis là, ben, les autres, ça faisait longtemps qu'ils étaient tranquilles, notamment les organisations syndicales, ben, ils ont dit, nous aussi, nous aussi, nous aussi. Alors, ah ouais. Alors, ce qu'ils ont fait dans ça, à un moment donné, ils se sont trouvés 200 quelques mille, mais qui revendiquaient surtout, au niveau du mouvement syndical, moi, je pense qu'ils ont fait comme en mai 68 en France. Tu sais, ils n'ont pas vu la game arriver, puis quand ils est arrivés, ils ont dit on va intervenir. Sauf que la différence avec mai 68, ils sont venus négocier à Québec, là, pas très loin d'ici. Ils ont passé, en tout cas, 48 heures sans dormir, semble-t-il, dans le cas de ça.
Puis là, ils seraient sortis avec une entente, tout le monde était heureux. Mais quand ils se sont retrouvés avec leurs militants, les étudiants, ils ont dit, ça marche pas de bain, là, mon homme. Alors, les organisations syndicales, l'entente qu'ils avaient travaillé pour avoir avec les étudiants, est devenue caduque. Puis à partir de là, ils sont sortis du portrait, là. Ma critique ou ma réserve sur les carrés rouges et pas sur la qualité de leur intervention et encore moins sur celle de la mobilisation, c'est celle, ça a amené où le Québec? Une fois que le PQ a pris le pouvoir, que s'est-il passé? L'instantané. Un des porte-parole est devenu député. Une des porte-paroles attend, en tout cas, je pense, de travailler au niveau des médias. Puis on a le troisième, Gabriel, qui lui est devenu analyste, tout ça, comme tel. Et c'est des gens là qui ont un potentiel. Ça, là, je ne mets pas ça de doute. Mais 3 Star Academy. Occupy. À Québec, on l'a eu, Occupy. Ils ont campé, une couple de semaines, une couple de mois. Ça a fini comment? On a entendu encore parler d'Occupy? L'assurance chômage. Partout, il y a eu une commission, bien sûr, tout ça. Mais comment c'est quoi le regroupement de tout ça? On a plusieurs fronts, mais il n'y a aucun cadre d'unité. Il me semble qu'on vise chacun des petits problèmes, puis qu'il n'y a pas aucune interrelation. Ce qui manque, c'est d'avoir un cadre de vision globale. Cessons d'être réactifs, puis soyons offensifs. Puis offensif, ça veut dire, j'ai pas besoin de me faire avoir quelqu'un devant moi pour me dire, me faire quelque chose. Je dis, je m'en vais là parce que je veux avoir telle affaire. Que tu sois d'accord ou pas, ça n'a aucune importance. On s'en va là. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et ça, le mouvement syndical devrait bien le comprendre. Puis travailler également avec les organisations populaires d'une façon plus élargie. En tout cas, là, il y a un espoir. Il y a la CSN avec son nouveau président, Les Tourneaux, qui semble vouloir ramener le deuxième front. Bien, le deuxième front, là, ça, je pense, ça peut être quelque chose de drôlement intéressant, de ramener ce débat-là. À un moment donné, il faut cesser de se diversifier sur tout, là, puis aller sur les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est que les gens puissent vivre décemment, avoir un espoir de vie en santé et être capable de se dire on est fier de ce qu'on est. Ça, là, tant qu'à moi, le deuxième front, c'est vers ça qu'il doit axer. La vraie formation que j'ai eue, moi, je l'ai dit au début, venait de la CSN. Mais ce type de formation-là, c'est ça qu'il faut redonner. Être capable d'aller chercher nos poteaux, nos premiers poteaux de première ligne, les plus solides. Tu leur donnes une formation, mais pas une pseudo-formation, une vraie formation où on est capable de comprendre des affaires, on analyse, un cadre de pensée, pas nécessairement un chemin étroit, mais leur donner, dire pourquoi ils sont dans les organisations syndicales. Moi, je suis rentré dans les organisations syndicales parce que les gens de mon département me l'ont demandé. Ça, c'est la première chose. Et à partir de là, j'ai toujours aimé ce mandat-là. Il a rempli une partie de ma vie, puis c'est pour ça que je suis resté syndicaliste. Il ne faut pas voir globalement. Pour repartir la machine, il faut plutôt voir localement des petites entités et la bâtir. Le message, ce serait de dire, écoutez, militer, là, c'est vrai, ça demande un engagement, mais ça nous rapporte tellement. Puis, qu'est-ce qui est impossible? Quand on nous dit c'est impossible, ben, il ne faut pas le croire. Tout est possible. Il s'agit de le vouloir, puis de s'y engager. Est-ce qu'on va atteindre notre objectif tout le temps? Pas tout le temps. Mais l'ouvrage que je fais aujourd'hui, à titre de militant dans une cause, presque quelle qu'elle soit, fait avancer. Et lorsqu'on avance, il est important que j'ai de la réserve de relève en arrière. Puis cette relève-là, elle aussi, va s'impliquer et va faire avancer. Être militant, bien sûr, c'est un état
physique, d'âme, d'esprit, mais c'est surtout un réseau. Puis un réseau, ça ne peut pas être unique. Il faut qu'il y ait des multiples à l'intérieur. Alors, moi, ce que je dis aux jeunes qui veulent s'impliquer, ça va vous demander une partie de vous-même, ça c'est sûr. Mais on se sent tellement bien quand on se sent utile. Puis l'important, c'est pas l'objectif, d'atteindre l'objectif, c'est de faire avancer la cause. Bon, c'est le message que je ferais, c'est le message que je ferais aux jeunes militants. Puis en plus, regardez-moi, ça conserve bien. On est vivant, on est dans le plein fort.